tous, c'est la fin de l'année et nous vous proposons une émission spéciale Cinéma 2013. Sur ce plateau, notre fil rouge pour cette émission, Benjamin Tobias, journaliste culture au quotidien Yediot à Aharonot, un quotidien israélien. Nous avons parlé de la chute des blockbusters, la déferlante des biopics, de la sexualité mise à nu et enfin de la nouvelle vague du cinéma israélien. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, on va commencer par Hollywood. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette année à Hollywood? C'était une année très intéressante pour Hollywood. En fait, un événement qui n'a pas à voir directement avec un film qui est sorti, mais c'est quand Steven Spielberg et George Lucas, en mai, sont venus à une université à Los Angeles pour parler de la fin de l'époque des blockbusters hollywoodiens. En disant qu'en fait, les films aujourd'hui à Hollywood coûtent trop cher, le marketing coûte trop cher. Et les films n'ont pas assez de revenus dans le taux de l'Internet. Et un mois après, quand sont commencé à venir les grands films de Hollywood, soudain Hollywood est entré en panique parce que en fait, c'est ce qui s'est passé. Un film qui s'appelle Lone Ranger, avec Johnny Depp, de toute l'équipe qui a fait Les Pirates des Caraïbes, a chuté. Il a coûté presque un demi-milliard de dollars et, avec le marketing, etc. Et a mis à peine aux États-Unis 80 millions de dollars. De bénéfices. Oui, de bénéfices. Ça veut dire la chute de Johnny Depp comme star. Après, on avait la chute de Will Smith, encore un star, que c'est qu'on appelle, en anglais, on aurait dit un solid bet. Quelqu'un qui toujours aura des box-office a eu une chute avec Afterlife. Et à la fin, il y a eu aussi des autres films, Washington Down, qui n'ont pas eu de succès. Alors les gens ont commencé à demander, est-ce que le film à Hollywood devient trop cher pour cette époque? Est-ce qu'en fait on voit la fin du blockbuster? Spielberg et Lucas ont parlé de ça, qu'au futur il y aura moins en moins de films, parce que les films deviennent trop chers et les films vont coûter plus. Lucas a dit, les films vont coûter peut-être $30 par film. Après, quand... c'est pas toujours les blockbusters sont pas toujours en fait se retrouvent pas toujours au pied du mur. La preuve avec Gravity, avec George Clooney et Sandra Bullock, ça a fait un carton au box-office et ça a coûté des millions de dollars à produire. Alors justement, ça envers la fin d'année, disons, il y a eu de meilleures nouvelles avec Gravity, qui n'était pas seulement un succès commercial, mais aussi un succès de critique. Ce qu'on disait, montrait que les films hollywoodiens, c'est pas seulement des sequels, c'est pas seulement des films basés sur des comics, mais aussi avec imagination. Disons que c'est très intéressant de voir ce qui se passera dans ces prochains 2 ans. Est-ce qu'économiquement, Hollywood peut continuer à soutenir... Peut-être continuer grâce aux biopics aussi Hollywood on voit qu'il y a beaucoup de biopics à Hollywood cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les biopics, c'est intéressant. Hollywood aime toujours des films d'histoire, elle aime toujours des biopics. Cette année, il y a eu vraiment énormément de biopics, la majorité étaient des grands flops. Ce qui est intéressant avec les biopics cette année, c'est que la grande majorité des biopics et des films historiques sont des films de récentes histoires. D'ailleurs, on va regarder tout de suite un sujet qui a été fait sur justement ce thème, réalisé par David Gombin. Pardon. Les biopics, un genre de plus en plus à la mode. Et 2013 ne nous a pas déçus. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. C'est soit l'amendement, soit la paix avec les confédérés. On ne peut pas avoir les deux. Au début de l'année, c'est Steven Spielberg qui nous livre Lincoln, qui voudra à l'acteur principal, Daniel Day-Lewis, l'Oscar du meilleur acteur. Un film traité sur le mode intimiste et qui raconte les derniers mois du président américain assassiné sur fond d'abolition de l'esclavage. Steve. Wow. Ashton Kutcher incarne le génie d'Apple, Steve Jobs. Sur le papier, cela avait tout pour plaire. Pourtant, le résultat est loin d'être un succès. Ce film, sorti en plein mois d'août et pourtant matraqué par la critique, est boudé par le public. Le site de Metacritic Rotten Tomatoes lui donne une note de 25%. Aurait pu mieux faire. Ce qui est plus dur, c'est de recevoir de l'amour. Autre film accueilli pour le moins froidement, Diana d'Olivier Hirschbergel avec Naomi Watts, surprenante en Lady Di. Un long métrage qui se concentre sur la relation longtemps tenue secrète que la princesse de Galles a entretenue avec Asnat Khan, un chirurgien pakistanais.
Une prestation de la belle blonde qui n'a malheureusement pas convaincu. En France, seulement un peu moins de 230 000 entrées ont été enregistrées. À 42 ans, Julian Assange, à l'origine de Wikileaks, peut se targuer d'avoir d'ores et déjà sa propre biopic. Interprété par Benedict Cumberbatch, ce film retrace le parcours de ce génie informatique australien qui va organiser la plus grande fuite de documents confidentiels de tous les temps. Même si les amateurs de salles obscures n'ont pas été convaincus par le film, celui-ci aura au moins le mérite de le divertir du fond de la chambre de l'ambassade de l'Équateur où il a trouvé refuge. Encensé par la critique, Mandela, un long chemin vers la liberté, est certainement le film qui a le plus réussi son timing. Sorti quelques jours avant le décès de Madiba, il s'agit probablement de la biopic la plus réussie et appréciée de l'année. Depuis son enfance rurale et jusqu'à son accession à la présidence de la République, c'est un parcours incroyable que raconte ce long métrage avec une prestation émouvante d'Idriss Elba. Dès le premier week-end de sa sortie aux États-Unis, il engrange pas moins de 84 millions de dollars. De quoi nous rassurer sur le sort des biopics pour 2014. Alors vous le disiez avant ce reportage, c'est la nouvelle tendance de faire des biopics sur des histoires récentes. Est-ce que c'est pas un tout petit peu déplacé? Ce qui se passe, c'est que ça sent très opportuniste. Ça veut dire même, le meilleur film d'histoire récente, qui n'est pas un biopic, c'est le Zero Dark Thirty sur l'assassinat de Bin Laden, avait l'air qu'il n'y avait pas assez de perspective pour vraiment comprendre ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'était un film bien fait, mais la majorité de ces biopics ont l'air très opportunistes, très mal fait. Le film de Jobs était une catastrophe aussi par des critiques aussi du box-office, et c'est très intéressant parce que Jobs était un type qui intéresse tout le monde et personne n'est allé voir le film. La même chose avec The Fifth Estate, le cinquième pouvoir, qui était aussi un film sur une histoire trop récente peut-être. Alors on va passer à un autre sujet, c'est les relations sexuelles au cinéma. Elles n'ont jamais été aussi réalistes, aussi crues. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Bon, en fait, comme toujours, quand savoir sur la représentation de la sexualité dans le cinéma, alors le cinéma français est dans l'avant-garde et dans l'avant. On a vu dans des années passées des films qui faisaient des représentations très ouvertes de la sexualité. Si on parle des films de Catherine Breillat, c'est déjà depuis les années 70. Mais maintenant, en fait, c'est entré dans le mainstream. Alors, les exemples du cinéma français, le film en fait le plus important qui est sorti de la France de cette année, c'est bien sûr La vie d'Adèle, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de films de Cannes, et très parlé. En fait, c'est un film, une drame très très belle, mais qui est bien divisé. Au milieu, il y a 7 minutes d'une scène de sexe très détaillée. Et aussi, bien sûr, il y avait l'inconnu entre les deux actrices. Et bien sûr, ils ont parlé beaucoup sur la scène et sur est-ce que c'est une bonne représentation, est-ce qu'en fait un réalisateur, un homme straight peut donner cette représentation, est-ce que c'est une représentation hétérosexuelle. Et ça pose beaucoup de questions aussi sur le gender, aussi sur la représentation du sexe et la limite entre un vrai film, entre un film, disons, légitime et un film porno. Est-ce qu'il y a une différence? La même chose avec L'inconnu du lac, qui c'était un film français très très beau, au moins un peu plus art house, mais aussi une représentation très ouverte des relations homosexuelles, de nouveau presque pornographiques. De l'autre côté, ce qu'on voit qui est intéressant à Hollywood cette année, c'est que de nouveau à Hollywood, on ne voit pas de représentation pornographique sur l'écran, mais beaucoup de films commencent à parler sur la pornographie, une pornographie qui fait partie de la vie de ses caractères principaux. Alors, il y avait Don John, le premier film comme réalisateur de Joseph Gordon-Levitt. Là-bas, il incarnait un type qui est addicté au porno. Il y avait un autre film plus petit qui n'est pas sorti, je pense, en France, mais qui s'appelle Thank You for Sharing. Et il y avait aussi Lovelace, un biopic, et voilà un autre biopic sur, bien sûr, Linda Lovelace, qui était une star porno dans les années 70. Alors, ce qui est intéressant dans les films hollywoodiens, pour la première fois depuis Boogie Nights, Hollywood admet qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle le porno, mais c'est des films très conservateurs. Ça veut dire, à la fin, leur morale, c'est porno, c'est quelque chose de mauvais, c'est mieux venir à des relations d'amour, mais quand même, c'est intéressant. La pornographie comme thème, mais aussi comme représentation, est entrée plus dans le cinéma du mainstream. On peut dire que les États-Unis utilisent finalement la pornographie plutôt comme une technique marketing, alors que la France n'utilise pas de technique marketing basée sur le porno, mais l'utilise plus dans ses films. Oui, aussi, il faut faire attention
intention, ce n'est pas des films pornographiques, Oui. La vie d'Adèle sûrement n'est pas, mais ce qui est intéressant, c'est que des réalisateurs trouvent des manières plus en plus osées de représenter la sexualité. Par exemple, Lars von Trier, maintenant on va voir, on n'a pas encore vu son Nymphomaniac, ce prochain film, qui est On un a film vu des vidéos. oui, des vidéos on a vu des vidéos, ça a l'air osé, des gens qui ont vu ont dit c'est assez osé, et quand même, Ça c'est donne pas un bon encore goût. du cinéma pornographique, mais c'est quand même intéressant. Et ça, c'est un film qui utilise ça comme marketing. Ouais. On connaît Lars von Trier pour ses excès cinématographiques. On va finir avec le cinéma israélien qui fait de plus en plus parler de lui. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite un sujet à nouveau de David Gombin. Le cinéma israélien a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, avec notamment des films comme Footnote, Valse avec Bachir ou encore Lebanon, qui ont conquis les salles obscures du monde entier. À présent, une autre révolution est en marche dans le cinéma bleu et blanc. Des jeunes cinéastes qui se rebellent contre la tendance dominante. Ils veulent s'affranchir de ces sujets qui plaisent tant aux jurys des festivals de films internationaux, le conflit israélo-palestinien, les minorités brimées ou encore des drames à petit budget. Ces dernières années, nous assistons à l'apparition d'une nouvelle vague de jeunes cinéastes fraîchement sortis d'écoles de cinéma qui ne veulent plus de ce type de film. Ils veulent des genres différents, des films d'horreur, de zombies, des films d'action, des comédies ou des comédies d'horreur. De longs métrages tels que Joe et Belle et Deux dans la nuit apportent un souffle nouveau sur une industrie qui repose principalement sur des fonds publics et qui a prospéré grâce à des scénarios ultra réalistes. Nous sortons en Israël entre 20 et 30 films par an. On peut dire que c'est une industrie qui se porte bien. Lorsque vous vous trouvez dans un statu quo, il y a toujours une nouvelle génération qui se sent libre d'oser, de faire quelque chose de différent. Ils font des écoles de cinéma car ils veulent faire des films d'action, comme à Hollywood, ou au moins des comédies, quelque chose de marrant. Ces réalisateurs s'entourent de leurs amis, prennent une caméra et ils parviennent à faire de très bons films avec très peu de moyens. Le dernier film en date à sortir des sentiers battus s'appelle Qui a peur du grand méchant loup ? Deuxième film du duo de réalisateurs Aaron Keshales et Navod Papashudo, ce thriller comique fait écho à Tarantino et au cinéma coréen. אתה יודע, שוטר טוב, שוטר רע. אין פה מקום לשוטרים טובים. הבנתי אותך. שוטר רע, שוטר רע. Les deux cinéastes ont attiré l'attention des cinéphiles en 2010 avec leur premier long métrage Rabbiz, un film d'horreur qui se déroule dans une forêt israélienne. Dans ce nouvel opus, le casting est plutôt prestigieux avec des artistes israéliens comptant parmi les plus reconnus du pays. Touche spéciale de ce film, une alternance entre moments de pure comédie et des scènes de violence très crues. Résultat, un long métrage à l'aura universelle. Les critiques du monde entier ne s'y sont pas trompés, ils l'ont encensé lors de nombreux festivals. Même engouement du côté des spectateurs avec des milliers de tickets vendus dès son premier week-end en salle. Reste maintenant à voir si ce succès restera ponctuel ou donnera le signal d'une nouvelle vague du cinéma israélien. Big Bad Wolf, qui était l'un des films préférés de Quentin Tarantino en 2013. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle vague israélienne? Est-ce qu'il y a une espèce de ras-le-bol du film politique? Je ne sais pas si on peut parler encore du ras-le-bol du film politique, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de films israéliens, surtout de style israélien. D'ailleurs, si on parle à un moment du film politique, alors il ne faut pas oublier un autre film israélien important qui est sorti cette année, c'est Bethléem. Qui a gagné d'ailleurs le Ophir, ce qu'on appelle le Oscar israélien ou le César israélien. Et c'est un film qui a failli aller aux Oscars d'ailleurs. Qui a failli aller aux Oscars, mais non, il n'a pas remporté cette année, mais c'est quand même un film qui a eu ici beaucoup de succès. C'est que c'est intéressant, c'est de nouveau, c'est un film sur le sujet israélo-palestinien. De l'autre côté, du point de vue de style de genre, il est construit comme un film mafia. Ça veut dire les relations entre les terroristes et, disons, le Shabak, le Shin Bet, les services secrets, rappellent un peu un film mafia américain. En fait, il y a là-bas plusieurs organisations et des espions, etc. Alors, ça, c'était aussi un take intéressant sur un film politique. Mais c'est vrai que peut-être il y a un ras-le-bol des films politiques, disons, trop ouverts et trop directs. Ça, c'est aussi une raison pourquoi Valse avec Bachir avait tellement de succès il y a quelques années. Si on parle de nouveau de la politique dans les films israéliens, alors moi, personnellement, je pense aussi que dans un film comme Big Bad Wolf, qui, bien sûr, là-bas, il n'y a pas... On mentionne ni les Palestiniens ni les Arabes, c'est une histoire d'un enlèvement d'une petite fille. Là-bas aussi, il y a en fait un sous-courant politique très fort. Ça veut dire c'est un film sur 4 hommes très violents
que tous étaient, un était un soldat au Liban, il parle de ça, l'autre était un policier. Alors ça veut dire, ça c'est quelque chose qui rappelle peut-être un peu plus le cinéma de la Corée du Sud, qui est aussi là-bas, il y a beaucoup de politique, mais normalement dans des genres très tordus, comme le film d'horreur ou le film de fantasy. Un autre film qui aussi était très intéressant, c'est La Jeunesse, par exemple. Peut-être qu'il y a eu moins de succès, plus art house, mais aussi c'était un mélange entre une mélodrame de famille et un thriller. Ça veut dire, c'est vrai, ce qu'on a vu dans le reportage, tu vois plus en plus des spectateurs et aussi des cinéastes israéliens qui sont intéressés à passer leur idée par des films de genre, ce qui rappelle aussi, si on parle des films des zombies ou des films de science-fiction. On parle que l'année prochaine, il y aura les premiers 2 films de science-fiction israéliens. Donc, je suis très intéressé à voir comment ça va se passer. Et Voilà. la pornographie dans le cinéma israélien? Le cinéma israélien était toujours... la sexualité dans le cinéma israélien était toujours très crue. Cette année, on n'a pas vu trop des exemples de la pornographie dans le cinéma israélien. C'est intéressant. Il y a des gens qui disent que dans le cinéma israélien, un peu en retard par rapport au cinéma du monde. Merci beaucoup Benjamin pour cette rétrospective du cinéma 2013. Voilà, c'est la fin de votre Culture Mag spécial cinéma. Bonne année, faites attention sur les routes. On se retrouve bien évidemment demain. D'ici là, bon retour sur la planète Terre et à l'année prochaine.